Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de C'est arrivé près de chez nous, un podcast culture, cinéma et bien d'autres choses que nous réalisons avec l'équipe de We Are Girls. Je suis aujourd'hui avec Anne-Laure pour un numéro un peu spécial. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Marine. Aujourd'hui on se voit que nous, on a laissé de côté Nivra et Anaïs. Qu'on embrasse bien. À qui on pense d'ailleurs. Puisque nous revenons d'un petit festival de cinéma qui s'appelle le Festival de Cabourg, le festival du film romantique de Cabourg. Et nous voulions faire un numéro un petit peu spécial pour vous raconter ce qu'on a vu, ce qu'on y a fait, et pour partager avec vous une rencontre avec l'équipe de Perdrix, un film qui sortira en France le 14 août prochain. Donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans le premier sujet. Du coup, Anne-Laure, est-ce que tu peux un petit peu revenir sur le Festival de Cabourg? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la sélection? Voilà, dis-nous, parle-nous un petit peu de ce festival qu'on connaît peu finalement. Alors moi, c'est un festival que j'ai découvert il y a quelques années maintenant. Mais tu étais là aussi d'ailleurs. Qui a été un vrai coup de cœur pour moi parce que c'est un festival extrêmement chaleureux, accessible. On peut discuter très facilement, que ce soit avec les bénévoles, avec en fait les invités, avec l'organisation. C'est vraiment un festival à taille humaine en fait. Et ça, je trouve ça extrêmement agréable. Alors moi, j'ai fait moins de festivals que toi parce que tu connais par exemple Cannes. Moi, j'ai fait Deauville, j'ai fait des petits festivals aussi à Paris. Mais c'est vrai que Cabourg a vraiment ma préférence parce que c'est hyper chaleureux. On s'y sent hyper bien et c'est toujours un plaisir d'y retourner pour moi. Et puis, il faut savoir que c'est un festival où on est toujours super bien accueillis et qu'on a l'occasion, du coup, en Normandie, de voir des films, mais aussi de passer de belles soirées et de profiter d'un cadre oui, parce que Cabourg, incroyable. C'est magnifique. Et puis voilà, puis c'est un festival qui est ouvert au public, donc vous pouvez venir en réservant vos places et voilà, on découvre beaucoup de films, alors dont certains qui n'auront jamais de date de sortie en France, donc c'est aussi intéressant pour les cinéphiles d'y aller. Et du coup, cette année 2019 était assez riche, puisque du coup, après une très belle année cannoise, le festival avait aussi ajouté à sa programmation un certain nombre de films cannois. Des films qui étaient très attendus. On en reviendra plus tard sur les films qu'on a beaucoup aimés. Le festival, c'est un peu il y a plusieurs sélections, enfin il y a plusieurs festivals dans le festival, puisqu'il y a une sélection officielle avec un certain nombre de films qui sont assez confidentiels, on dira, en tout cas des jeunes réalisateurs ou des films qui n'ont pas une grande notoriété. Donc ça, c'est la sélection. Donc c'est bien, alors pardon, c'est un festival vraiment international, donc on peut aussi bien avoir du film européen que du film sud-américain, asiatique, enfin voilà, c'est vraiment des films qui viennent du monde entier. Et du coup, le festival, donc la compétition officielle, c'est une sélection de 7 films, il me semble. Oui, c'est ça, je crois, ouais. Et du coup, les prix sont distribués par un grand jury qui a été cette année présidé par Sandrine Bonner. Un prix des jeunes, ça c'est vraiment une initiative super sympa. Puisque c'est des lycéens en cinéma qui viennent du coup pendant 4 jours, puisque le festival s'étire du mercredi au dimanche, 4 à 5 jours, pour donner aussi leur prix. Cette année, du coup, Anne-Laure, le palmarès sur cette compétition. Oui, alors le Grand Prix, il a été décerné à, pardon pour la prononciation, Tarde para morir joven. C'est pas mal. De Dominga Sotomayor. Voilà. C'est un film islandais. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est un autre film qui a été récompensé, mais pas en Grand Prix. Non, c'est... Tu vois, je l'ai mal prononcé parce que t'as pas reconnu que c'était quand même de l'espagnol. Non, c'est un film chilien, si je dis pas de bêtises, en tout cas sud-américain, c'est sûr, que nous, on a raté, malheureusement. Alors peut-être qu'effectivement, ce coup de projecteur de Cabourg va lui permettre d'avoir une sortie en salle, parce que, en tout cas, quand on y était, c'était pas encore prévu. Donc c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Le prix de la jeunesse, donc du jury jeunesse dont Marine vient de parler, a été décerné à Aurora de Mia Tervo, donc également une femme réalisatrice, qui est un film finlandais. Celui-là, j'ai pu le voir. C'était plutôt un joli petit film, donc je comprends que le jury ait pu être touché. On a eu une mention spéciale aussi du jury de la jeunesse, un Mantaret. Alors là, je suis désolée, je m'abstiendrai d'essayer de prononcer le nom du réalisateur. Et après, on a aussi un prix du public, donc ça, c'est hyper chouette. C'est-à-dire qu'à la fin... Alors, ah oui, pardon, c'est pas la même sélection. Voilà, donc ça, c'est vraiment la sélection. Il faut savoir qu'aussi à Cabourg,
Il y a une large sélection de courts-métrages où on met vraiment en avant des jeunes réalisateurs, enfin des réalisateurs de courts-métrages. C'est ainsi qu'on a pu redécouvrir, enfin revoir la jeune actrice de Tomboy, qui était dans un cours qui a été primé, et donc il y a eu le... Elle a été récompensée en actrice. Donc c'est vraiment très sympa, un vrai parti pris de mettre en avant ce cinéma, avec aussi un jury qui est dédié, qui était cette année présidé par Rebecca Zlotowski. Donc vraiment une super sélection. Et donc après cette sélection, on peut dire officielle, il y a d'autres prix qui sont présentés sous ce qu'ils appellent un panorama. Oui, alors il y a un panorama qui en fait qui sont en gros des avant-premières, où là effectivement le public est invité à voter à la fin de chaque séance. Voilà, on nous distribue des petits papiers et on vote, et donc au moment de la cérémonie de clôture est décerné le prix du public. Et cette année, le prix du public, c'est Yesterday de Danny Boyle, dont on vous reparlera tout à l'heure, mais qu'on a beaucoup aimé. Donc hyper chouette de voir que le film a été récompensé. Donc ça, c'est tous les films. Alors voilà, Cabourg, c'est un petit peu complexe dans la distribution des prix. Donc ça, c'est tous les films qui sont un petit peu montrés en avant-première. Et il y a aussi une soirée de récompense pour des films qui ont fait l'actualité cette année, qui sont des films romantiques, voilà. Et qui mettent en avant des acteurs, des réalisateurs pour des œuvres qui sont d'un niveau qui est un petit peu au-dessus pour être récompensés. Donc cette année, des films comme Mon Inconnu, comme Celle que vous croyez, oui, comme Mademoiselle de Jonquière, qui ont eu des prix. Également un film qui a été beaucoup récompensé, c'est Ça l'amour. Oui, tout à fait. Qui a eu l'acteur, la réalisatrice, les jeunes filles qui étaient leur premier film, rendez-vous. Donc un premier rendez-vous. Et une actrice qui était Juliette Binoche, du coup, pour son année, une année romantique. Donc, et tous ces gens, il faut savoir qu'ils viennent pour recevoir leur prix, donc c'est très sympa. Il y a des très beaux tapis rouges. Il y a des équipes de films également qui viennent pour des soirées de récompense qui sont à la fois confidentielles, mais aussi très glamour. Donc avec des très beaux tapis rouges. Cette année, par exemple, le festival avait la chance de pouvoir montrer le film de Nicolas Bedos qui s'appelle La Belle Époque. En film de clôture. En film de clôture. Et donc sur le tapis rouge, on a Nicolas Bedos et Doria Tillier qui viennent jouer avec les photographes et voir aussi le public. Donc c'est vraiment très sympa. Voilà, c'est vraiment... je vous invite vraiment à vous rendre sur le site du festival pour voir un petit peu toute la richesse des sélections. Mais on est vraiment dans un petit monde à part. C'est une petite bulle romantique de quelques jours. Et voilà, c'est vrai que cette année, par exemple, on a eu moins de chance peut-être sur le temps que d'autres années. Mais ça reste... moi, c'est vraiment Cabourg, c'est une ville que j'aime beaucoup. Alors, d'autant plus pendant le festival, évidemment, parce qu'il y a cette animation... voilà, on voit des films, etc. Mais même en dehors de ça, c'est vraiment une ville très agréable. Et puis, on mange des moules frites tout le temps. Et des huîtres et des crevettes. Donc ça, pour moi, et du cidre. Et ça gage d'une grande qualité de vie. Donc moi, j'apprécie vraiment cet endroit. C'est pas très loin de Paris. Oui, en plus, voilà, on peut y aller quand même très facilement depuis Saint-Lazare, pour les Parisiens. Pour les autres, ça dépend d'où vous êtes dans la France. Voilà, si vous êtes de Nice, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, non, c'est vraiment très, très agréable en termes d'ambiance. Moi, je le recommande vraiment vivement. Et en plus, en termes de nous, on est considérés comme la presse là-bas, plus statut presse web, influenceur, mais ça nous donne accès à pas mal de choses, notamment à des soirées. Je crois qu'à Nord, tu t'es fait coiffer également. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de me faire coiffer par donc Franck Provost, qui est le partenaire coiffure du festival. Donc en fait, ils sont quelques coiffeurs et ils sont installés dans une chambre du Grand Hôtel et ils accueillent pendant tout le festival donc les célébrités qui viennent. Et voilà, ça peut être aussi des journalistes comme moi par exemple. Et voilà, ils les coiffent pour les soirées. Moi, j'ai eu cette chance-là, donc c'était hyper sympa. C'était très beau, le résultat. Enfin, moi, j'étais contente. Et puis, ils ont pu me raconter voilà, un petit peu les coulisses. C'est sympa de voir ça. Moi, ma coiffeuse me disait qu'effectivement, il y a certains acteurs qui arrivent avec des idées très, très précises de ce qu'ils veulent. Et puis, d'autres qui les laissent complètement imaginer. Enfin, voilà, c'est bien sûr, on rencontre plein de caractères différents. Mais voilà, c'était un moment très chouette. Mais c'est vrai que c'est un festival où après on vous parlera plus en détail des films, où tout est accessible. Aussi bien les partenaires, les organisateurs, mais aussi les talents.
Et c'est comme ça qu'on a réussi à échanger 2 mots avec François Civil dans le hall de Oui, l'hôtel. tout à fait, ouais. C'était pas du tout prévu, bien sûr. Où en fait les gens sont là parce qu'ils ont envie d'être tranquilles. On est très loin d'un festival comme Cannes où il n'y a pas le temps pour être tranquille, boire un verre et être entre amis. Là, c'est vraiment juste, on vient pour se détendre, pour passer un week-end sympa. C'est avant tout un cadre idyllique et moins un endroit pour faire de la promotion. Oui, exactement. Non, mais c'est vraiment un festival, je pense, amoureux du cinéma au sens... et puis qui est très proche des équipes de films. On sent qu'effectivement, donc, Suzielle Pietri, qui est la déléguée générale, je crois, du festival, voilà, je pense que c'est vraiment une femme qui aime le cinéma, qui aime les acteurs, et je trouve que ça se ressent, et je pense que c'est aussi pour ça que les équipes de films sont aussi contentes de venir et se sentent aussi bien à Cabourg. Voilà, il se dégage en fait beaucoup de bienveillance en fait de ce festival qu'on ressent, je pense, à tous les niveaux, que ce soit pour le public, pour nous journalistes ou effectivement pour les équipes. On sent vraiment que tout le monde est content d'être là. Et surtout, il faut se dire que tout le monde se réunit, ça c'est assez incroyable, et quand on l'avait découvert il y a 4 ans, on trouvait ça déjà incroyable, autour d'un piano chantant. Ouais. Tous les soirs, après les soirées un peu Le vendredi et le samedi soir. Principalement. Où en fait c'est très simple, c'est un pianiste qui se met à son piano et il a des paroles, il les connaît tout par cœur. Et vous pouvez chanter en mode micro et piano. Et le but c'est de faire chanter tous les gens avec vous. Donc on a vu Laetitia Doche chanter. Je sais plus ce qu'elle a chanté, mais c'était génial, elle était morte de rire. Elle ramène ses copains. Le dernier soir, Nicolas Bedos s'est mis au piano avec Victoria Tillier. Il y a aussi les bénévoles qui peuvent se mettre autour du piano et chanter du Céline Dion. C'est ça, mais tout le monde est ensemble en fait. Et c'est assez unique, hein, c'est toujours des bons moments et des bons souvenirs. Et là, c'était cette année, mais on a eu aussi une année où il y avait Michel Legrand au piano qui jouait ses plus grands succès. Donc c'est vraiment, vraiment à part en termes d'ambiance. Et c'est vraiment un festival que, en tout cas, nous, on adore. Et où on se sent vraiment bien. Donc ça, c'est la partie un petit peu décor. Sur les films, il y a une riche sélection. Hein. Je crois qu'on a réussi à avoir un rythme de 4 à 5 films par jour. Un peu moins sur la fin. Peut-être 3 à 4 films par jour, disons. Et c'est déjà... Je crois qu'on en a vu 5. C'est possible, ouais. Donc non, on en a vu quand même beaucoup. Avec franchement une belle sélection. Moi, il n'y a eu aucun film où je suis sortie en me disant « Ah ouais, vraiment, j'ai passé un mauvais moment. » Donc plutôt bon cru. Alors là, on va peut-être pas vous parler de tous les films. Moi, je vous invite à aller sur le site donc weargirls.fr j'ai fait un article avec vraiment tous les films qu'on a vus et avec des avis sur chacun. Peut-être tu peux nous donner ton top 3 et après rentrer en détail sur un film. Voilà, on va faire ça. Donc moi, mon top 3, donc on va commencer par la fin pour un peu de suspense. Donc le troisième, c'est J'ai perdu mon corps. Donc il y a un film d'animation de Jérémy Kaplan. Ouais, Jérémy Kaplan, je sais plus. Je crois que c'est Kaplan, mais... Pardon. Donc il y a un très 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 joli film. Alors un film d'animation plutôt adulte, hein, c'est pas pour les enfants, où c'est effectivement un jeune homme qui perd sa main et du coup sa main essaye de retrouver son corps. Donc il y a vraiment un aspect donc très très poétique, en même temps un petit côté aventure, ça fait même parfois un petit peu peur. Mais c'est très très joli. Alors, les échos de Cannes étaient excellents déjà. C'est d'ailleurs le grand prix de la semaine de la critique. Voilà, et il a eu effectivement le même week-end que lorsqu'on était à Cabourg, le grand prix d'Annecy. Donc voilà, il n'y a pas de secret, c'est vraiment un très très bon film. Et c'était hyper intéressant parce qu'on a pu échanger avec le scénariste, enfin avec l'écrivain du livre dont est adapté le film à la fin de la projection. Donc c'était un très très chouette moment. Ouais, moi je partage totalement ça. Si moi je dois choisir un troisième film dans ma sélection, je sais plus ce qu'on avait dit à la fin du festival. Toi t'avais aussi peut-être J'ai perdu mon corps. Peut-être été en 2. Oui. Mais du coup je vais parler d'un autre film pour changer un peu. Moi j'ai vu La femme de mon frère, qui avec un peu de recul m'a plus plu que ce que je croyais. Donc La femme de mon frère, c'est un film québécois qui est très pénible au demeurant, puisqu'il parle en québécois très vite et on comprend rien, un peu comme les premiers films de Dolan, mais qui est une histoire un peu d'amour, de la famille, de ta relation que tu entretiens avec ton frère, avec tes parents, sur le rôle que tu dois jouer dans ta famille. C'est assez drôle. Il y a pas mal de scènes cocasses. Moi, j'ai bien aimé.
Et voilà, c'est... Ça vient de sortir en plus. Ouais, c'est sorti, je ne sais plus C'est quel plus jour là, on est, mais cette semaine, ouais. Ça vient de sortir. Donc si vous pouvez profiter de la fête du cinéma pour aller le voir. On n'a pas précisé, j'ai perdu mon corps, par contre il sort qu'au mois de novembre. Oui, il sort tard. Voilà, donc il va falloir patienter un petit peu. Donc voilà, numéro 2, je crois qu'on l'a en commun. Oui, Yesterday, je pense. Donc le prix du public, finalement. Donc qui sort là ce mercredi, au tout début juillet. Donc moi, c'était mon top one des attentes de l'année. Alors je m'explique pourquoi, parce que ça réunit beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Déjà Danny Boyle, qui est le réalisateur, qui est un réalisateur que j'apprécie. Je pense qu'il a jamais fait un mauvais film. Et puis il touche à tous les genres, donc je suis assez admirative de son travail. La deuxième raison, c'est que le scénariste, c'est Richard Curtis. Richard Curtis, c'est lui qui est derrière Love Actually, Il était temps, 4 mariages pour un enterrement. Donc c'est un grand monsieur du cinéma anglais, du cinéma romantique anglais, qui plus est. Et la troisième raison, c'est en fait l'histoire, qui est que c'est dans un monde en fait, où les Beatles n'ont jamais existé. Il y a une espèce de blackout, et en fait le héros, donc il y a un musicien un peu raté qui se cherche. Donc un soir il y a un accident, en fait, partout sur Terre les lumières s'éteignent, et tout le monde, les Beatles n'ont jamais existé. Et lui il se souvient en fait des chansons, il a tout en tête, donc en fait il va tout réécrire, et il va devenir il va devenir une star grâce à ça. Mais un fait important dans le film, il ne le fait pas pour acquérir une autorité qu'il ne mériterait pas, mais plus par mémoire de ses chansons qu'il trouve superbes. Oui, c'est un peu, voilà. C'est plus ça le sujet du film, qui est de ne pas vraiment faire disparaître les Beatles. Donc voilà, si on mélange tout ça, on se dit Danny Boyle, Richard Curtis, les Beatles. Moi je me dis, ouais, bon, c'est un peu le film que j'attendais cette année. Et j'ai pas été déçue. Après, il y a des défauts, il y a quelques petits défauts dans le film, mais pour moi, c'est une excellente définition du feel-good movie. Et c'est très assumé comme ça. Du coup, des fois, ça va effectivement, ça va peut-être un peu trop loin, mais en même temps, c'est tellement assumé, c'est tellement généreux. Je pense assez honnête, avec une vraie volonté de rendre hommage aux Beatles, que franchement ça passe très très bien, et moi je le reverrai avec plaisir, vraiment. On passe un très bon moment. Voilà, il y a quelques raccourcis ou quelques facilités scénaristiques qui sont un peu dommages, mais ça fait bien le job. Les chansons, elles sont super bien, même si à chaque fois on se dit ne coupez pas, on veut l'entendre en entier. Ouais, on a forcément, alors quand on aime beaucoup les Beatles, on a cette petite frustration de se dire ah ben mince, pourquoi ils ont pas mis celle-là, parce que celle-là je l'adore. Et oui, effectivement, quand il y en a il y en a qui sont exploités mais qui sont un peu vite coupés, on se dit ah mais pourquoi pas plus longtemps. Après, ils pouvaient pas mettre toutes les chansons des Beatles, il y en a tellement des extraordinaires, mais ça donne vraiment envie de réécouter derrière tous leurs albums, quoi, vraiment. Et puis on sort avec le sourire. On sort avec le sourire, mais avec une petite... y a quand même une petite critique de la société musicale aujourd'hui, où on se pose la question de est-ce que les Beatles aujourd'hui marcheraient autant qu'il y a 50 ans, parce que finalement la société a évolué. La blague qui est déjà dans la bande-annonce, c'est la transformation de Hey Jude à Hey Dude, qui est un peu la vanne qui va ultra loin, mais effectivement ça reflète bien, c'est pas si bête, de ce qu'on ferait aujourd'hui. Ou l'album White. On va pas tout, mais bon, il y a des choses qui se demandent si les Beatles marcheraient aujourd'hui. Et en sortant du film, on se dit peut-être pas. Parce que c'est un autre monde. Donc voilà, ça pose quelques questions. L'idée scénaristique tient bien pendant tout le film. Oui. Parce que Danny Boyle est assez malin pour... Ça tient bien. Et franchement, la réalisation est assez canon. Il y a pas mal de très bonnes idées de mise en scène. On voit que c'est un bon réalisateur derrière. Très très bon moment. Et je pense que ce serait dommage de s'en passer. C'est un film qui fait du bien. Et très très bonne surprise. Allez le voir dès mercredi. Premier film, Anne-Laure, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. On a deux films avec deux sujets qui ne sont pas si éloignés, puisqu'on va parler de beaucoup de naissance d'un amour. Toi, côté Québec, et moi, côté Bretagne française. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que donc, Marine est allée à Cannes cette année. Marine a vu beaucoup de films à Cannes, et du coup j'avais des retours très réguliers. Ces deux films, il y en a un où elle m'a dit c'est le film de l'année, c'est incroyable, tout ce que j'ai ressenti, etc. Et l'autre, elle m'avait dit c'était un film mineur, sans avoir trouvé ça mauvais, t'avais trouvé ça mineur. Donc forcément, moi j'ai vu ces films après elle,
Et mes attentes étaient pour l'un extrêmement élevées et pour l'autre, je m'étais un petit peu calmée. Je me disais, je vais pas voir un grand film. Donc, forcément, ça a créé quelque part, je pense, aussi un résultat, tu vois, un petit peu. Bref, donc arrête-toi avec le suspense, je te laisse parler. Moi, mon film numéro 1, qui est le numéro 1 depuis Cannes, donc c'est Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Nous sommes en juillet, j'ai déjà vu 3 fois. Qu'est-ce que c'est Portrait de la jeune fille en feu? C'est l'histoire d'une jeune femme qui va tout droit vers un mariage de force. On est en Bretagne, dans une Bretagne un petit peu rêvée, avec des éléments qui se déchaînent et beaucoup de falaises, pas beaucoup de gens, avec un côté presque magique, et en tout cas on sent qu'il y a quelque chose qui se passe presque qui n'est pas du sens et de la raison. Voilà, donc cette jeune fille, pour être mariée, elle doit être peinte, puisque le portrait figurera en fait de promesse de mariage pour son époux italien, et la personne qui va la peindre est une jeune fille qui arrive, une jeune femme qui est cultivée, qui connaît la musique, qui connaît la lecture, qui connaît plein de choses, qui a vu un petit peu la vie. Et ce mélange de deux femmes dont l'une est ignorante et l'autre a déjà un petit peu de passé va être un bouleversement pour ces deux femmes, avec une notion que moi j'adore, qui est le rapport au corps, à la peinture, à l'art et au regard de l'autre finalement, parce que tout le film est ça. Voilà, je peux pas dire ce film, ce qui m'a fait, c'est vraiment un chamboulement d'émotions. C'est beau, la mise en scène est incroyable, les deux acteurs sont formidables, Adèle Haenel, les deux actrices, j'ai dit acteurs. Les deux actrices sont formidables, Adèle Haenel, Noémie Merlan. Noémie Merlan, à la fin de l'année, c'est le César de la meilleure actrice. Adèle Haenel, meilleur espoir. Adèle Haenel aura le César de la meilleure actrice une nouvelle fois. Elles sont fabuleuses, elles crèvent l'écran, c'est bouleversant. Et la fin du film, elle m'a donné des frissons dans tout le corps. Enfin, je pense que j'ai ressenti ça la dernière fois pour La vie d'Adèle, donc ça date un petit peu. Mais voilà, un film choc qui a aussi beaucoup plu à Cabourg, puisqu'en sortant de la salle, on avait Laetitia Doche en larmes. Il y a aussi des personnes Lou Delage qui était aussi... elle était bouleversée. Voilà, enfin... Il se passe quelque chose avec ce film. Je pense que Céline Sciamma va rentrer dans une nouvelle dimension. On va enfin reconnaître son cinéma comme du grand cinéma. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et une petite anecdote rigolote, c'est que dans ce film, il y a une actrice qui s'appelle Armande Boulanger, que nous avons rencontrée à Cabourg il y a 5 ans ou 6 ans, que Hélène, alias Nivrae, avait interviewée. Et qu'on retrouve dans ce film, et forcément le voir à Cabourg avec Armand dans la salle, c'est un peu marrant. C'était chouette. Voilà. Mais moi, je préférais que tu n'en parles pas et que tu parles directement de ton film numéro 1. Non, je préfère quand même, parce que tu vas créer encore une attente un petit peu démesurée. Il faut savoir aussi que ce film, et je ne suis pas la seule à qui ça a fait ça, peut aussi nous laisser froid. Moi, ça m'a laissé froide. Je trouve effectivement que c'était un très beau film, extrêmement bien mis en scène, mais je trouve qu'il ne se dégage pas grand-chose, et je ne crois pas trop à leur histoire, malheureusement. Et je trouve que ça matche pas trop entre les deux actrices, même si elles sont très bonnes individuellement, mais pour moi, à aucun moment j'y crois. À aucun moment. La seule scène il y a 2 scènes vraiment qui m'émeut beaucoup. C'est effectivement à la fin, il y a le final, et puis il y a une scène autour du feu. Voilà, ça c'est 2 scènes que je pense que je retiendrai vraiment. Et j'adore Adèle Haenel, que je trouve formidable. Noémie Merlan est très très bien aussi, mais je trouve qu'elle... Moi, je dirais qu'elle n'est quand même pas encore au niveau. Voilà, enfin, moi, je trouve que c'est un peu froid. Pour le coup, ça manque vraiment de chaleur. Mais ça manque de feu. Ce film, quand même, montre qu'aujourd'hui, tous les réalisateurs auraient intérêt à filmer Adèle Haenel, en fait. Oui, mais je pense que c'est ce qu'ils font. Hein. On la voit beaucoup et ils ne s'y trompent pas. Donc, voilà. Donc, voilà. Moi, mon vrai coup de cœur... tout en haut de mon top film d'ailleurs de cette année. Et Anne-Laure, du coup, toi tu préfères les histoires de garçons? Oui, tout à fait. Alors moi, du coup, c'est... Portrait de la jeune fille en feu sortira en septembre, hein, je crois. Oui, c'était... Mi-septembre. 18 septembre, voilà, exactement. C'est ça. Et donc, non, moi, mon chouchou de Cabourg, c'est Mathias et Maxime, de Xavier Dolan.
Alors, Xavier Dolan, il me fait... C'est très compliqué parce il me perd parfois. Il m'a bien perdu avec John F. Donovan, là, avec Kit Harington, que j'ai trouvé très très mauvais. Vraiment, c'est un film qui m'a déplu. Hein, donc je me suis dit, bon, bah Dolan, je crois que c'est fini. Et puis là, il a vraiment su me retrouver. Alors, Mathias et Maxime, c'est pas un film parfait, loin de là. Il y a beaucoup de défauts, il y a toujours il y a une énorme problématique et j'ai envie de lui dire arrête de parler de la mer. Là, en fait, donc, il y a Anne Dorval, du coup, en plus, qui joue la mère donc, du personnage interprété par Xavier Dolan. Et ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Elle a quelques scènes, 3 scènes, et elle est juste immonde. Et il n'y avait pas besoin de ça dans ce film. Et là, vraiment, effectivement, je me suis dit, mais j'ai cru qu'il allait me reperdre. C'est très, très énervant. Et il faut qu'il arrête, je pense qu'il faut qu'il avance, parce qu'il a assez parlé, je pense, des problèmes mère-fils. Et c'est très énervant, surtout dans un film où il n'y avait pas besoin de ça. Donc ça, c'est le côté très négatif du film. Mais si on met ça, si on met ça à part, moi je trouve que l'histoire des deux garçons fonctionne très très bien. Je trouve que ce qui est le plus épatant dans le film, c'est ce qu'il a réussi à faire, l'ambiance de bande en fait. Parce que donc, c'est vraiment l'histoire d'une bande d'amis d'enfance, dont un va partir en fait d'ici quelques jours aller vivre à l'étranger, donc il va les quitter. Donc ça, c'est le personnage joué par Xavier Dolan. Et tout est chamboulé par en fait... dans un concours de circonstances en fait pour le film d'une petite sœur d'un des gars du groupe. En fait, 2 d'entre eux vont devoir s'embrasser. Mathias et Maxime, et ça va déclencher quelque chose chez tous les deux, mais ça va être complètement vécu différemment chez l'un et chez l'autre. Et toute cette partie-là, moi, je la trouve incroyable. Moi, pour le coup, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment bouleversée. Mais ce qui n'est pas du tout le cas de Marine, donc comme quoi nous avons pas la même sensibilité. Nous n'avons plus les mêmes goûts. Non, visiblement pas. Donc non, c'est un film, voilà, pour le coup, je ne dirais pas que c'est pas un film parfait. Il est moins parfait que celui de Céline Sciamma, mais moi, il m'a beaucoup plus touchée. Et non, et je dis merci et bravo à Xavier Dolan d'avoir réussi à me rattraper déjà par rapport à son truc d'avant que j'ai pas du tout aimé, son film d'avant. Son truc. Et surtout que même au sein même d'un film où à un moment je me suis dit non mais tu fais n'importe quoi, et ben après il a réussi à me rattraper. Et je trouve que d'arriver à faire ça dans un film, c'est assez incroyable et c'est une vraie prouesse. Et voilà, donc non, moi j'ai adoré son film et je dirais pas que c'est un film mineur du tout. Et juste pour expliquer ma définition de film mineur, j'ai un peu l'impression qu'on voit un premier film. C'est un peu tourné caméra à l'épaule, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop d'effets Dolan, donc il n'y a pas trop de ralenti. Ça change. Il n'y a pas une surexploitation de la musique pop. Ouais, mais c'est bien, ça change. Ça change. Il est encore capable de se renouveler. Alors, à part cette histoire de la mer, là, mais tu vois, il exploite d'autres choses, il fait d'autres choses. Et c'est très bien. C'est assez positif. Mais par contre, le film m'a pas touché outre mesure. Voilà, je le trouve assez agaçant dans plusieurs moments du film où... tant d'un point de vue de la mise en scène que dans les dialogues, je trouve ça soit trop écrit, soit pas assez. Enfin, je sais pas. Et j'ai un vrai problème avec le Xavier Dolan acteur qui cherche à s'enlaidir avec une tache de vin sur le visage. Je sais pas. Voilà, je comprends pas trop son intention dans le film. J'aurais préféré de ne pas le voir dans le film, même si objectivement, je pense que c'est un bon acteur. Oui, il est très bien dans le film. Il est assez convaincant, mais ça me gêne de le voir encore se filmer lui, se raconter son histoire. Je trouve que ça commence un petit peu à tourner en rond, même si je trouve qu'il cherche autre chose que ce qu'il a fait. Et ce qui était un peu d'ailleurs tout le cas des films qu'on a pu voir à Cabourg, ou qu'on voit même... je pense que 2019 est un petit peu une année où des réalisateurs cherchent à faire autre chose. On a vu un film de Christophe Honoré qui n'est pas trop un film de Christophe Honoré. Ouais, c'est très surprenant. Voilà, c'est un peu l'idée de faire autre chose, de se renouveler, d'inventer un nouveau genre, de sortir de sa case. Et c'est assez louable. Oui. Parlons d'un film qui sort un petit peu des cases. On a vu Perdrix, d'Erwan Leduc. C'est ça. Donc Perdrix, c'est... Alors, je ne sais même pas comment on résumera le film. Alors, c'est l'histoire d'une famille, donc la famille Perdrix. Du coup, on a la maman donc, qui est jouée par Fanny Ardant, ses 2 fils,
d'un côté, enfin Swan Arlo et Nicolas Maury. Donc Swan Arlo, c'est le commissaire de police du village, Le grand frère. le grand frère. Et Nicolas Maury, du coup, lui, il est spécialiste en, je ne sais plus c'est quoi le nom, vers de terre, mais je ne sais plus quel est le terme Le nom scientifique. Et du coup, il a aussi une fille d'une dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, qui vit avec eux. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire d'une famille, de cette famille. Et puis un jour arrive une femme, donc Juliette Webb, qui en fait se fait voler sa voiture dans les alentours et débarque au commissariat. Et en fait, elle va un petit peu tout chambouler tout l'équilibre de cette famille. Donc ça, c'est un peu le point de départ du film. Voilà, et le film est un peu un film proche d'un cinéma de l'absurde. Ouais, puisqu'au milieu du film, il y a une histoire de... c'est des nudistes qui vont révéler cette voiture et qui sont pour un retour à l'état de nature. Oui. Avec des chars qui défilent dans la ville. Ça me fait pas mal penser peut-être à la fille du 14 juillet, à la bataille de Solferino, ou plus récemment à Gaspard Van Mariage. Oui. On est dans un cinéma un petit peu à côté, qui propose d'autres choses. Voilà, après nous, c'est un film qui est peut-être un peu trop étrange et qui est peut-être pas forcément... Non, moi je trouve que c'est un film qui exploite beaucoup de choses. Mais du coup, effectivement, ça manque peut-être un petit peu de lien. C'est peut-être ça qui m'a manqué. Après, voilà, c'est un premier long métrage pour ce réalisateur et je pense qu'il faut le surveiller parce qu'effectivement, je pense qu'il a envie de faire plein de choses. En termes de mise en scène, c'est très intéressant. C'est bien interprété. Enfin, voilà, il y a des choses, je pense qu'il y a des choses à retenir. Après, on n'a pas été complètement 100% emballé, mais c'est à surveiller. Mais du coup, on a pu rencontrer l'équipe du film. C'était très chouette. Ouais. Et on va vous laisser avec cette interview qui nous a aussi permis de comprendre mieux les intentions du film, mieux leur travail sur le film et de leur relation. Oui. Pour vous donner un petit axe de décor, on était dans les toilettes du Grand Hôtel pour cette interview parce que nous n'avions pas de salle. Et imaginez-nous avec Swan Arlo allongé par terre sur la moquette. Nicolas Maury, que vous avez connu si vous regardez 10%. Et donc on était assis voilà, dans les toilettes avec des gens qui passaient, qui séchaient les mains, eux qui étaient vraiment à la cool. Alors que oui, donc on s'excuse un petit peu peut-être pour le son. Avec Swan Arlo qui est quand même un acteur césarisé, très impressionnant, avec un regard bleu qui vous transperce. Nicolas Maury qui est... loin de sa figure drôle et ultra charismatique. C'est intéressant de le voir dans ce rôle-là. Moi, je trouve que franchement, il est épatant. Je me dis que c'est un sacré acteur. Et puis on a donc nous, on la connaît pas, Maud Wheeler, donc qui est une actrice en fait qu'on a vu finalement beaucoup, mais là elle a un vrai premier rôle. Donc c'est hyper intéressant et elle était effectivement assez passionnante aussi à écouter. Non, c'était franchement une très belle rencontre. J'espère qu'elle vous intéressera autant que nous. On la laisse. Voilà, on vous laisse avec cette conversation. À très bientôt. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Voilà, on a une petite question directement pour entrer dans le vif du sujet. Du coup, sur le film, on se demandait un petit peu comment vous êtes arrivés chacun dans le projet. Maud, je crois que... Pardon, est-ce qu'on se tutoie? Oui, je Ok. Maud, je crois que tu connais bien Erwan. Est-ce que tu as été amenée très vite sur le film? Est-ce que tu as eu connaissance du projet? Est-ce que tu as pu l'écrire un petit peu avec lui? Ou est-ce que tu as uniquement participé pour ton rôle? Alors, il a vraiment tout écrit, hein, chaque mot du film et de lui. Après, moi, j'avais rencontré Erwan pour un court-métrage il y a, je pense, 6-7 ans. Et le court-métrage avait mis un peu de temps à se faire. Il y a eu une première version du long-métrage qu'il avait écrite un peu avant. Donc moi, j'ai découvert le scénario du long-métrage comme tous les autres acteurs. Sauf que la première fois, c'était il y a 6 ans. Mais je n'ai pas du tout participé à l'écriture. J'ai parfois pu lire certaines versions, encore que j'en ai pas dit grand chose. J'ai simplement essayé de soutenir l'écriture. D'accord. Nicolas, c'est un rôle qu'il a écrit pour toi? Oui. Enfin, je pense que c'est pour moi, c'est comme un moteur parce qu'il m'avait vu jouer peut-être avec Maud et j'avais été dans sa tête et moi pour ça, mais après ce que je trouvais intéressant c'est que c'est très différent, c'est étonnant parce que
il a vu une part de moi qui existe dans le film, mais il a écrite, voilà, et moi je l'ai reçu par la poste, le scénario, voilà, j'ai été convoquée, moi, je sais pas, il y a 2 ans peut-être, 3 ans, et voilà. Il y a eu un parcours, comme souvent dans les films, il y a eu des changements de production, etc. Donc voilà, pour arriver là maintenant. Et il t'envoie le scénario en te disant voilà, j'ai écrit ce rôle pour toi. Non, il l'a dit bien après, je le savais pas. Ouais, parce que sinon ça met un petit peu une pression. Ouais, je savais pas du tout. J'ai su même très tard, je crois. D'accord. Donc, voilà. Et Swan, donc depuis un petit moment, tu es de plus en plus sollicitée. Pourquoi est-ce qu'on choisit un film comme Perdrix? Qu'est-ce qui t'a plu à la lecture du scénario? Est-ce que tout était déjà limpide sur le genre et le ton du film à la lecture? Limpide, ce serait difficile de dire ça parce que moi j'ai vraiment découvert le film quand même quand je l'ai vu. Il y a des choses que je ne soupçonnais pas. Mais il y avait un scénario à la fois très très drôle et vraiment bien écrit, quoi. C'est-à-dire que c'est brillant, mais c'est brillant comme ça. Il n'y a pas de prétention. Et il y a vraiment des choses en fait très profondes qui sont dites et très belles. Et sur les relations entre les gens, et sur l'amour, sur la vie, voilà. Mais ces choses-là sont dites un peu comme ça, donc elles sont drôles, elles sont décalées. Et pour autant, en fait, rien n'est gratuit. C'est qu'on a parfois en comédie des choses qui sont purement gratuites pour faire rire, et là, pas du tout. Donc moi, ce scénario m'a tout de suite emballé. C'est des directions que j'ai toujours rêvé de prendre, d'aller plus un peu vers l'absurde et tout ça. C'est des choses qui me parlent beaucoup. Après, c'est un endroit pour moi tout à fait inconfortable. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne sais pas comment est-ce que je peux faire ça. Et donc c'est toujours excitant d'aller à un endroit où on n'est pas dans nos marques, quoi. C'est un peu le ton du film, puisque vous êtes un peu tous dans des rôles qui vous ressemblent pas. Non, mais alors ça, c'est marrant cette question parce qu'en fait, évidemment, ça ne nous ressemble pas, mais évidemment, ça nous ressemble, puisque c'est nous qui avons fait. Donc il n'y a rien à faire, en fait, on fait avec ce qu'on est. Il n'y a rien à faire. Et donc, même si à la lecture, les personnages, c'est pas nous, enfin voilà, on dit souvent à Maud, mais alors est-ce que ce personnage est proche de vous, etc. À la lecture, moi qui connaissais un peu Maud avant, je me suis pas dit tiens c'est Maud, mais à partir du moment où c'est elle qui le joue, c'est évidemment que c'est proche d'elle, puisque on puise dans ce qu'on a à nous, quoi. Et justement, je vais répondre à votre place si ça vous On adore. Très bien. Et justement, sur vos personnages et la préparation, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a One Movie qui vous a beaucoup orienté, vous a recommandé des films pour préparer chacun vos personnages? Comment ça s'est passé? Non, parce que je pense que ça s'est passé différemment pour chacun. Pour chacun. Moi, je me souviens avoir vu un film qui s'appelle The Taste of Tea. Mais quel bonheur ce film. Tu saurais dire le... Ishi. C'est son nom de famille. Et je savais pas ça. J'adore. Les teintes de ça. Et puis, voilà, c'était une manière de tacite de me diriger avant. Tout simplement de me montrer. Puis c'est vrai que Taste of Tea, ça propose tellement autre chose, même dans la narration, dans la poésie, qu'en soi, ça m'a permis d'imaginer déjà les choses assez précisément. Et on a lu dans le dossier de presse qu'il avait écrit une biographie à One-le-Duc de Juliette Webb. Je l'ai appris aussi récemment dans cette interview. Non, je ne savais pas. Je pense qu'il m'a demandé, est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux que je te dise des choses Et puis finalement, non. En fait, on a travaillé à enlever des choses parce que le personnage de Juliette Webb, il a eu à un moment donné différents métiers au cours des différentes versions du scénario. Et puis plus. Donc, on est allé vers enlever des choses. Un peu ce... Pour qu'elle devienne très mystérieuse, qu'effectivement... Oui, en tout cas qu'elle ne soit pas assujettie à une case et de voir comment c'est supporté par le cinéma. Et comment on devient expert en vers de terre?
J'ai oublié le nom de ce métier. Oui, Géotrilologue. D'accord. Géotrilologue, j'ai lu un livre. Moi, je suis arrivée par le film. Il m'a demandé de lire un livre. J'avais jamais lu de livre de ma vie. C'était une révélation. Maintenant, j'en ai lu d'autres. Et puis, voilà, Il y avait des Non. images. Oui, voilà, non, c'était un livre qui s'appelle Des vers et des hommes de Marcel Béboucher, qui est une bible pour les gens qui ont consacré leur vie au vers de terre. Et donc j'ai lu ça et c'était très intéressant parce que je pense que ça m'a permis de se dire que c'est quelqu'un, parce qu'un scientifique c'est quand même quelqu'un qui classifie son étude, qui est très, très ordonné, c'est une espèce de passion de vouloir bien savoir ce qu'on étudie. Et je me suis dit, en essayant d'épouser à ma petite mesure d'acteur, mais cette idée de ce que c'était les vers de terre et tout ça, je me suis dit, tiens, ça il y a déjà une température du personnage, puisque jouer quelqu'un qui a une passion et en tout cas un métier si prenant, ça veut dire déjà beaucoup. Et moi, comme film, en fait, j'ai découvert quasi en même temps un film qui m'a, j'en ai même pas parlé à Erwan, mais que je trouve très surprenant. C'est le film de Jean-François Stévenin qui s'appelle Passe-Montagne, qui est un film très très beau sur l'amitié. C'est un film qu'a réalisé, je crois que c'est son premier long, et qu'a réalisé Jean-François Stévenin. Et il joue dedans avec Jacques Villeray. Et leur rapport, en fait, je ne sais pas si tu l'as vu, leur rapport il est très, très étonnant, un rapport amical entre ces deux hommes. Et il y a beaucoup de. C'est un rôle où Villeray est très pas le Villeray dont on a l'habitude, il est déjà très jeune. Et puis le cinéma d'Erwan, je peux penser aussi à un autre film de Kelly Reichardt, qui est une cinéaste que j'adore. Ça s'appelle Joy. Old Joy. Sur une amitié, des gens qui partent à la pêche, et où en fait la nature a toute cette place d'héroïne. Voilà, la nature est très importante, la nature sur les influences sur les deux personnages particulièrement dans le film. Ok. Est-ce que Swan, une carrière dans la police, c'était quelque chose... Ah bah ça, c'est une vocation, ça. Moi, j'ai toujours envie de tâter un peu du flashball. J'ai fait un petit stage en gendarmerie parce que ça me rassure. Bon, je crois que là, on peut... Enfin, même au-delà de nous, je crois que c'est un métier où, quoi qu'il arrive, on est mu par un doute permanent. Donc, que ce soit lire un livre ou s'entraîner, acheter des pièces dans un gobelet, enfin, peu importe. C'est des choses qui nous rassurent. Voilà. Donc, j'ai voulu aller à la gendarmerie. Et c'était vraiment totalement contre-productif. C'est-à-dire que quand je suis arrivé sur le tournage, d'un coup, je me suis rendu compte que c'était pas la question. Alors, contre-productif, peut-être pas, parce que peut-être que finalement, entre ce avec quoi moi j'ai essayé de venir, me rendre compte assez vite qu'en fait, le propos d'Erwan était que les fonctions, en fait, étaient pas seulement des uniformes, mais que c'était quand même vraiment les individus qui étaient plus importants que les fonctions. Donc je sais pas très bien en quoi ça m'a aidé. En tout cas, ça m'a un peu perdu au début. Et comme on a commencé par les scènes de gendarmerie, peut-être que finalement c'était pas mal d'être perdu au début. Puisqu'il y a quand même le débarquement de cette fille. Et qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Voilà. Un monde à part. Ça, c'est très beau dans tes yeux, je trouve. Il y a un plan vraiment assez sublime de toi. Je ne sais pas si elle vient de partir ou c'est un contre-champ étrange. Ah, c'est juste après son départ, non ? Il y a un plan, t'es comme tel qu'en toi-même. Mais là, on voit une chose qui est vraiment magnifique de toi, mais on ne sait plus du coup, toi Swan ou toi Perdrix, mais d'un désert presque. Et c'est super beau aussi, ça, chez un acteur. On a toujours l'impression que jouer, c'est remplir, enfin en tout cas c'est faire. Et en fait, ce que je trouve très beau, c'est que tu es comme dans une huile essentielle de toi, mais de toi au tournage et de toi au travail. Ouais. Tu vois, ce plan, je me souviens très bien de ce moment parce qu'en fait, c'est justement juste après le départ de Juliette Webb. Et il me dit là, tu te dis qu'est-ce qui vient de m'arriver, qu'est-ce que c'est que cette apparition. Ouais. Mais déjà dans un truc où même inconsciemment, mais t'es déjà
en fait en train de tomber amoureux comme un coup de foudre, mais avant même de t'en rendre compte. Et en fait, en face de mon bureau, il y avait un poster, un grand poster d'une île déserte. Ah bah c'est drôle. Et j'ai regardé ça, et moi j'étais perdu ce jour-là. C'était le premier jour de tournage, j'avais qu'une obsession, c'était de me tenir droit. Genre, un gendarme se tient droit, et moi je me tiens tellement mal que j'étais comme ça. Et c'est marrant que tu dises désert, parce que je regardais cette île déserte, et voilà, mais je me souviens très précisément de... Et ce plan est sublime. Je Ah trouve bah, c'est un c'est des cool, plus ça beaux fait plans, plaisir, c'est un ça. tableau de toi-même. Je trouve que c'est un peu... C'est beau aussi ça chez un acteur quand, au-delà de la fiction, de la dramaturgie du film, que c'est aussi comme, j'adore ça, un documentaire sur un état d'acteur, même un état d'être plutôt. Et je trouve que là, entre l'âge que tu as, même dans 10 ans, je pense que c'est un état d'homme de ta vie, enfin, dans ce moment. Enfin, je trouve que c'est beau d'avoir ça aussi au cinéma, de poser ça, son existence, enfin, qu'est-ce qu'elle est. C'est-à-dire pas grand-chose. C'est ça. Ouais, j'ai juste posé mon existence. Je reviens, je vais vomir. C'est beau en tout cas, c'est très beau ce que vous dites. On se posait une question sur du coup comment s'est passé le tournage. Est-ce qu'il y a eu d'abord une réunion de famille entre les perdrix et après l'arrivée de Juliette Webb, ou est-ce que vous êtes arrivés, tu disais que c'est d'abord les scènes de police que vous avez tournées? Alors c'est pas tout à fait vrai, en fait ils ont commencé, nous on a commencé par les scènes de gendarmerie, en fait ils ont commencé tout de suite les scènes dans la grotte avec Nicolas, et ils ont fait 2 jours ça, ils sont arrivés et ils étaient toute l'équipe, ils disaient c'est dément ce qu'on vient de faire, c'est génial. Nous ça nous a mis une pression d'enfer. Mais non, on est quand même... Non, mais ils n'avaient même pas besoin de le formuler, parce qu'on sentait dans leur regard, dans leur visage, qu'ils avaient traversé quelque chose de très spécifique. Ah ouais, c'était rentré dans le film. Ils avaient embarqué. On sentait qu'ils étaient partis en voyage. Donc ils nous ont pris la main, on s'est dit, allez, hop. Mais bon, après, nous, Maud, on se connaissait un petit peu avant. Mais moi, j'ai quand même eu l'impression d'arriver comme ça, évidemment, beaucoup plus parce que qu'on ne toi. connaissait pas du tout en jeu. Et d'un coup, quelqu'un qu'on connaît un peu, d'un coup, on ne sait plus du tout qui c'est. Ça, c'est très étonnant. Et après, on prend le temps de se réapprivoiser à l'endroit du travail. Ça me faisait presque peur, d'ailleurs, au début. Mais il n'y a pas eu de Et préparation. je me suis habitué, quoi, voilà, maintenant je la tolère. C'est toi qui me fais peur. Il n'y a pas eu une préparation spécifique par rapport à la famille perdrix, où vous n'êtes pas réunis à un moment pour essayer de... Nous, ça s'est fait très naturellement en fait. Ouais, et puis après moi ça a été important de savoir que ça allait être Swan. Je voulais vraiment savoir, comme je suis un personnage très annexe, mais j'avais vraiment besoin de savoir qui allait être le perdrix, quoi, mon frère. J'aime bien ça, cette idée de jouer des frères. J'aimerais bien jouer plus souvent à cet endroit-là. Et on avait déjeuné ensemble tous les 3. On avait fait un déjeuner sur le canal. Mais on n'a pas besoin des fois de se voir beaucoup. Et par exemple avec Fanny, c'est des trucs de regard, de savoir se regarder. Mais je me souviens très bien que notre première scène ensemble, c'était un walk and talk, comme on dit, et on devait marcher, et puis c'est la scène où j'ai fait mon exposé, j'ai mon sac à dos, et on essayait, sans se le dire, sans théoriser là-dessus, mais des fois on se dit, ah ouais, là, ça c'est pas mal, c'est vraiment 2 frères qui se parlent, et on se dit, ah ouais, mais est-ce que 2 frères feraient pas ça, est-ce qu'il y a de la pudeur, est-ce qu'ils se regardent, des choses très... mais je pense qu'on avait la même envie de frères, sans se le formuler, sans en faire des tonnes. Et avec la mer, ce que j'aimais bien, c'est tout ce qui n'était pas formulé, c'est tout le... Comme avec une mer, quoi. C'est une région, la mer, c'est une région mer. Et de la regarder comme une région, à la fois, c'est d'abord peut-être un étang, et après ça devient un lac, et après ça devient un océan, une mer. Et je me suis dit, à ma mesure, j'ai pas beaucoup de scènes, mais je me disais, je voudrais la regarder comme ça. Comme si j'en avais fait le tour, mais en fait, vu qu'elle a sa vie à elle... en fait, c'est plus un océan, elle est plus vaste que ce qu'on avait prévu. Et du coup, sur le tournage, vous avez vécu, c'est dans les Vosges, vous avez vécu un peu comme une famille, vous étiez tout le temps ensemble. Qu'est-ce qu'on fait dans les Vosges pendant un tournage? Qu'est-ce qu'on fait le soir? Oui et non, parce que en fait, c'est ça qui est terrible sur les tournages, c'est que... Alors nous, on était là beaucoup, mais en fait, Nicolas... Il est venu quelques jours, il est reparti, tout ça. En fait. C'est toujours... En fait, alors moi, de mon point de vue, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait 3 films. J'ai vraiment fait un film de gendarmerie. J'ai fait un film d'amour dans la nature et un film de famille.
Et vraiment, et j'ai dit à Erwan à la fin, j'ai dit, t'es sûr qu'il n'y a pas 3 personnages? Et il m'a dit, non mais t'inquiète. Et moi, pour moi, j'avais fait 3 films, quoi. Donc voilà, donc Nicolas, on l'avait parfois, et puis on le perdait, et puis il revenait, et puis... mais après, oui, il y avait quelque chose d'assez familial. Après, c'est toujours compliqué, c'est à un moment où on met tout le monde dans un gîte ou dans un hôtel, ou alors les gens sont un peu séparés. Et dans ces cas-là, nous, on avait deux gîtes à côté, mais Nicolas, mais du c'est coup, quand même il la était à concentration. l'hôtel. Je sais pas comment. Je parle pour moi. Moi, j'ai besoin, à un moment donné, d'être seule avec le texte et d'avoir un temps de pause par rapport à la vie, par rapport au rythme du quotidien, pour la journée d'après. Par exemple, c'est très compliqué pour moi d'arriver sur un tournage le jour même et de balancer. J'ai l'impression que c'est pas vrai que j'arrive à être là. Je suis encore un peu là où j'étais le matin même. Donc, il y a... Jouer, notamment au cinéma, c'est quand même déposer quelque chose. Et il faut être d'accord avec ça. Moi, j'ai besoin de ce sas où je me dis, bon, quelque chose va être vu. Et c'est pas tout à fait normal. Là, il y a ce petit réglage. En tout cas, moi, j'ai besoin d'un peu de solitude. Mais tout le monde fonctionne ouais, je crois qu'en effet, on est tous très différents par rapport à ça, je crois. On voit des acteurs qui, au contraire, eux, ont besoin en permanence d'être avec des gens, de faire du bruit. Poulvord, par exemple, c'est dément. C'est-à-dire que jusqu'à action, il est... Et en 2 secondes, il est dedans. Et quand on n'est pas comme ça, en face, c'est un peu genre... Mais ça, je crois que c'est vraiment chacun ses manières un peu de travail. Ouais. Et du coup, dans les Vosges, tu disais hier que tu avais froid dans ta robe. Il y a eu d'autres choses un peu compliquées, le lac, la scène du lac. Ouais, des contraintes, des moments un peu compliqués à filmer. Bah, tous les 3, on a été dans l'eau. Il y a la mare. La mare, c'était un truc quand même. C'est froid quand même. Ouais, puis t'es resté. T'es resté une bonne demi-journée. Enfin, t'es resté un moment. Ouais, je sais. Puis c'est quand même ça qui est marrant, c'est qu'il y a un moment, il y a une petite tente comme ça, 1 mètre sur 1 mètre, dans laquelle on va se changer, machin. On a mis un petit chauffage, évidemment, on a oublié de l'allumer au moment où il arrive. Voilà. Ça, c'était quand même. Il caillait ce jour-là. Ouais, il caillait, mais j'étais tellement. Je sentais plus mon corps parce que j'avais quand même un texte. J'avais un défi et ça m'a tenu chaud ce défi d'être là. Puis ça puait vachement cet endroit, c'était sous l'odeur et c'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment comme de la merde. Ça sympa. Les faut ça intestins. Il faut ça pleure. Ouais, c'était bizarre. Après, on a eu de la chance parce qu'il aurait pu faire tout le temps froid, ça aurait pu être un temps très pluvieux. Il a fait relativement beau pour toutes les scènes en extérieur. Et ça, c'était très gracieux parce que ça rend quand même le tournage plus confortable, pas seulement pour nous, mais pour toute l'équipe technique. Et à l'intérieur de ce confort-là, on peut inventer des choses. Alors que quand on est saisi constamment par le froid, par la pluie, ça devient autre chose. Alors c'est aussi possible, hein, mais je pense qu'on a moins d'espace pour inventer ensemble, on a moins de facultés d'écoute et d'échange. Ouais, et puis en fait, le film, une fois qu'on découvre le film, je me suis dit, mais évidemment, en fait, le film avait besoin de cette lumière et de ces couleurs. Et c'est quand même très étonnant parce que clairement, alors dans l'absolu, je sais pas s'il faut être content de ça, mais on a eu un mois d'octobre, je sais pas si vous vous souvenez de ce mois d'octobre, mais on a eu un été indien qui a jamais duré si tard. Il faisait 25 degrés dans les Vosges au mois d'octobre. Et alors c'est vrai que pour nous, c'était des conditions confortables et ça amène une ambiance et de la lumière. Mais en soi, les gens là-bas étaient très inquiets qu'il n'ait pas plu depuis... Après, ils étaient contents pour le film parce qu'ils avaient l'impression que les Vosges avaient plutôt été une région au service de films de guerre ou de faits divers plus ou moins sordides. Et donc, ils étaient très reconnaissants et à la météo et au film de pouvoir montrer une autre couleur. La lumière, la Vosges. Avec ce plan de fin, le lac des Corbeaux, où on voit les feuilles d'automne, et c'est magnifique. Mais il faut dire qu'il y a un travail quand même d'image, Alexis Kavirchine, chef opérateur. Et là, moi, ça fait partie des... Il y a la musique, il y a l'image, il y a évidemment il y a le montage, il y a plein de choses, mais ça fait partie des choses que moi j'ai découvertes en voyant le film, où je me suis dit, ah ouais, d'accord. J'avais pas soupçonné que ce serait...
si beau. Et ce qui amène toute cette poésie au film. Parce que c'est culotté, ils ont pris ce temps, ils ont un peu, je sais pas comment ils ont volé ce temps au plan de tournage qui était relativement serré, mais de se poser face à la nature et de simplement prendre la mesure de ça. Et ça peut, et sans avoir peur de sa propre mièvrerie peut-être, ou d'être un peu comme ça, passif devant la nature, mais au contraire de croire en la force de ça et en la narration que ça suppose aussi d'être face à ça. Et en termes, alors Erwan, après la projection d'hier, disait qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'impro, à part peut-être, je crois, ta scène où tu avais un peu improvisé quelques dialogues, c'est ça. Et la scène du bar avec la danse, ça c'est assez incroyable d'avoir pensé à ça. Il y a pensé tard, c'est ça? Alors il y avait, j'ai eu un déclic. On savait qu'il y avait un bar et qu'il allait avoir de la musique et qu'à un moment donné il y avait des scènes, c'était plutôt les scènes de groupe, de danse. Mais après il y avait aussi de la part d'Erwan un peu une inquiétude en se disant bon, une scène qu'on a beaucoup vue, auquel on rêve assez vite quand on est réalisateur, c'est effectivement parce que ça suppose une sensualité, une rencontre des corps, donc on a envie de ça à l'image, on a envie de tourner ça, mais en fait la peur d'être convenu dans la façon de faire vivre cette scène nous a fait envisager le matin même. On est venu plus tôt sur le tournage et on a inventé à trois, donc Erwan, Swan et moi, cette danse, une sorte de parade comme ça, amoureuse, quoi, entre deux pigeons qu'on met dans cette page. Mais ça a été, ça pour le coup, ça a été improvisé le matin même, mais en fait calé. Au moment où on l'a tourné, c'était calé. Donc c'est une idée un petit peu de dernière minute. Mais oui, tout à fait. Mais des idées de dernière minute, il y en a eu pas mal. Mais c'est moins du dialogue que des idées de mise en scène. Où toute l'équipe était vraiment dans un rapport très, très généreux au film. Et donc quand il fallait inventer quelque chose, il n'y avait personne qui rechignait. Au contraire, il y avait un enthousiasme quant au fait de rajouter, d'élaborer, de chercher. Ça, c'était très précieux. Ça se voit, je trouve, à la fin, le film il est tellement créatif, il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses, c'est très généreux. Et il y a ce truc, voilà, Erwan il a ce truc, et c'est pas. Et voilà, moi je crois vraiment que le cinéma c'est une matière vivante. Mais finalement, c'est assez rare de se permettre de prendre cette liberté-là. Et donc là, par exemple, on était dans un hôtel dont le propriétaire avait un look dément et tout ça, et donc d'un coup. Le mec est venu faire une scène d'un homologue de Juju serbe, une scène au téléphone, donc en 2 secondes dans la maison, la déco a fait un labo pour le mec et tout. Alors la scène n'est pas dans le film, mais tout le monde a pris le temps, on a pris un plaisir à faire ça, génial. Donc du coup de l'autre côté, Nico a tourné la conversation téléphonique avec le mec, un coup il s'engueule, un coup il s'engueule pas, un coup machin et tout ça. Ce sera un super DVD. Et donc pareil, là il était complètement en impro et tout, il y a des trucs hyper drôles. C'est-à-dire que vraiment là pour le coup, c'est vrai qu'il y a un DVD bonus à faire sur énormément de choses. Très gourmand, ce qui est très drôle. Alors on a eu en effet ce temps magnifique et le dernier jour de tournage, le tout dernier jour de tournage, on se lève et les Vosges sont sous la neige. Blanc. Sans transition. Il m'appelle, alors il me dit tu peux venir un peu en avance là? Ouais. J'ai une idée. Tu as une idée de quoi? Tu vas mettre une robe de Thérèse là, puis tu vas marcher dans la neige. Quoi? C'est un rêve. Ok. Et donc j'étais mettre une robe, une des robes que porte Fanny dans le film, et des bottes. J'ai marché dans la neige et il m'a fait bouffer des enveloppes bleues et je sais pas quoi. Enfin bon. Et c'est pas dans le film non plus. Non, ouais, je disais, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, comme on a fait ça, il s'est dit il faut un réveil. Donc on a filmé juste un moment de réveil où il se dit si je veux monter ce rêve et tout ça. Et le rêve n'y est pas, mais en fait le moment de réveil y est. Et voilà, et c'est vrai que il y a assez, à part Nicolas qui je pense c'est celui qui a le plus improvisé, qui a le plus apporté des choses au texte. Nous on est très proche de ce qui était écrit. Il y a la richesse de l'écriture d'Erwan qui, voilà. Mais en mise en scène, il y a énormément de liberté, de choses qui sont nées comme ça. C'est vrai que c'est toujours délicat de parler d'improvisation parce que j'ai entendu Isabelle Huppert récemment qui citait elle-même Bob Wilson. Qui lui-même citait. C'est qu'en fait, il disait jouer, c'est improviser.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et pourtant, lui, Bob Wilson, c'est quand même des trucs très décidés. C'est un architecte du mouvement, absolument presque. Mais il dit quand même, c'est intéressant cette dualité, c'est qu'il dit que quand même le jeu, c'est l'improvisation. Mais évidemment que pour improviser, c'est comme en danse classique et tout, c'est pour voler, il faut quand même être très lesté. Et donc, comment on se leste, moi j'ai l'impression, après, moi c'est en apprenant anormalement bien mon texte. Donc, c'est-à-dire que ça me met dans un état comme si je l'avais écrit moi-même. C'est comme un rapt. Je suis obligée, même des fois je me l'écris le texte, même au théâtre, que ce soit le théâtre ou le cinéma. Et c'est un rapt que je dois faire pour faire comme si vraiment c'était moi, l'écrivain du rôle. Et du coup, cette chose-là fait que j'ai l'impression, mais je ne sais pas si vous, parce que c'est des choses dont on ne parle pas trop dans nos cuisines d'acteurs, parce qu'en fait on est assez... c'est normal en plus. Mais en fait, mais cet état-là, c'est quand même un état, c'est comme un état d'ouverture, un état un peu asiatique, de se dire, on est un peu musclé, donc vas-y, j'accueille, je peux aller vers un oxygène et aller vers l'indécidable. C'est-à-dire, on ne sait pas normalement dans la vie, on ne sait pas quelle est la seconde d'après, quoi. Enfin, c'est pas du tout. Et donc ça, c'est vrai que c'est un état... Erwan, c'était étonnant parce que moi, il a suspendu mon jugement. Au tout début, je me dis, mais c'est marrant, il me dit rien, je pense qu'il n'est pas content. Dès que j'essayais un truc, j'avais le sentiment d'être un peu... Il me faisait, ouais, enfin, ça, redescends, c'était trop, mais tout va bien, mais moi, le montre pas, enfin... Donc, c'était assez taiseux. Tu fais bien. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais être mat, je vais être low profile. Et ben, j'ai trouvé mon rapport à lui en étant low profile, comme ça. Mais c'était presque un état, du coup, il me mettait dans un état, un principe d'incertitude. J'étais vraiment dans de l'incertitude quand je jouais, qui je pense est aussi un bon état. C'est vrai ce que tu dis. Parce que moi, c'est exactement la même chose que je cherche. Mais par contre, j'apprends pas le texte, quoi. C'est-à-dire, je l'apprends à la dernière minute pour le savoir le moins possible, pour être face à une même incertitude. Enfin, c'est marrant, c'est exactement les mêmes... la même chose au final, du résultat. Mais... Ouais, c'est trop différent. Ouais. Alors que moi, je sais tout ce que je fais. Non. Moi, j'ai l'impression, et ce que tu dis, de travailler en amont pour m'offrir le luxe de ne plus savoir au moment où on va devoir faire. Ça m'intéresse trop. Cet inconscient-là, moi je respecte beaucoup plus mon inconscient que mon conscient. C'est comme j'adore les sens, j'adore le corps, j'adore la sensualité qu'il y a entre deux personnes, entre trois personnes, entre seules. Et c'est ça qui m'intéresse au cinéma, parce que ça, le cinéma peut vraiment venir, le cinéma filme ça pour moi. Et peut-être, c'est des moments dans la vie où on peut regarder quelqu'un tout à fait dans les yeux, être tout à fait proche de lui. Le cinéma nous donne un cadre qui permet ça, qui nous offre ça. Ça, c'est un luxe inouï. Ça me rend totalement amoureuse de l'état cinéma, de ce qui se passe sur le plateau. Et comme on n'est pas bavard, ça me donne envie de rebondir. Je trouve que ce qui est merveilleux avec une caméra, en fait, c'est que la pensée se voit. Et ça, c'est vraiment un truc dingue, quoi. Donc, par exemple, si on a un partenaire en face qui, d'un coup, nous trouble parce qu'il fait quelque chose auquel on ne s'attendait pas et tout ça, on est troublé, paf, c'est là, ça se voit. Donc, c'est là où il n'y a pas de tricherie dans un sens. Et c'est là où il y a ce fameux exercice qui est de dire merci, connard. Merci, mon amour, merci. Voilà. Et le sous-texte, juste qu'on va dire après merci, le merci sortira jamais pareil. Parce que ce mot invisible, ce mot muet, il habite la surface parce que la caméra prend ça bien plus que la vie. Ouais. C'est-à-dire, dans la vie, il y a quelque chose où on ne voit pas vraiment ce qui se passe derrière les yeux de quelqu'un, mais cette caméra-là, elle triche pas. Et donc... On remonte on est bavard. Je crois qu'on est déjà passé vous chercher, donc on va vous libérer. Et juste une dernière question, du coup, comme on a le festival de films romantiques, est-ce qu'il y a un film romantique qui vous vient à l'esprit quand on parle de ce genre-là? Un film que vous aimez voir, qui vous fait du bien?
Moi, je repensais tout à l'heure à la balade sauvage, à Terrence Malick, à Sissi Spacek. Ouais, j'aime bien l'impolitesse aussi dans l'amour, je trouve ça rend bien. J'ai un peu du mal globalement avec. Si on me dit viens au cinéma, tu vas voir, c'est une comédie romantique, je crois que j'y vais pas sur cet argument-là parce que j'ai l'impression qu'on de devoir avaler tout rond, un gros bonbon, et ça me va pas. Mais quand c'est a priori pas amoureux et qu'en fait ça en est tout le temps, alors là ça me plaît énormément. Moi je dirais beaucoup de films dans lesquels est Paul Rudd, qui est un acteur que j'adore. Par exemple, j'adore ce qu'il fait dans Comment savoir de James L. Brooks. J'adore ce cinéaste et j'adore ce qu'il fait aussi dans This is 40 de Judd Apatow. Je sais pas, cet acteur me trouble énormément. Je trouve que, et souvent dans mon parcours, je me suis plutôt construit, j'ai un panthéon d'actrices que d'acteurs, mais en fait, lui, j'aime beaucoup sa façon d'être poreux. C'est plus dur encore pour un homme, et il a ça, Swan, dans le film, très souvent, d'être... c'est un territoire encore, la façon d'être un homme, qui est un territoire encore vierge, je trouve, au cinéma, la représentation des hommes. On parle souvent woman power et tout, j'entends, mais je trouve qu'on peut gagner aussi des choses sur la représentation même des forces viriles. Et c'est pas un mauvais mot. La virilité, c'est aussi des choses qui, moi, me fascinent, me préoccupent, m'attirent. Et pas sexuellement, forcément, mais en tout cas, justement, m'attirent, me happe. Des fois, je me dis, je serai jamais tel homme, mais pourquoi je serai jamais tel homme, et pourquoi je... Et en fait, Paul Rudd, je trouve, il y a une chimie toute particulière, si ça se trouve dans la vraie vie. Mais en tout cas, entre ses yeux... Franchement, je l'ai même pas reconnu. Ses yeux sont normalement poreux, quoi. J'adore comment il distribue ses regards. Regarder quelqu'un au cinéma, c'est magnifique. Un acteur qui regarde un autre, rien que ça, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment fou. Et là, lui, je trouve il est comme ça, je sais pas, ses yeux, il arrive vraiment à être envahi ou à envahir l'autre par ses regards. Et du coup, nous, on est ce témoin un peu obscène. Mais je suis toujours avec lui quand il joue. Je comprends vraiment ce qu'il fait, c'est très bizarre. Swan, pour finir. Film romantique, alors je sais pas si c'est un film romantique, mais du coup je pense à Loulou de Pierre Lard, qui est vraiment, je crois, le film, qui est le film que j'ai le plus vu de ma vie, je crois. J'avais une passion, mais je pense que j'ai compris plus tard, je pense que ce qui me fascinait là-dedans, c'était vraiment les acteurs. Après, j'aime beaucoup le cinéma de Pierre Lard et tout ça, mais là, il y avait un truc. Et il y a cette histoire d'amour, et il y a quelque chose, tu viens de dire, je sais pas, un amour un peu mal poli, enfin, je sais plus, tu viens de dire quelque chose là qui me faisait penser à ça aussi. Et en même temps, il y a Guy Marchand, il y a cette nostalgie, je sais pas, et des choses... ce film m'a complètement bouleversé, et me bouleverse encore. Merci à tous les trois. Merci. Bonne fin de festival. Merci. Merci à vous. Éditer un petit bouquin. Alors voilà, vous avez écouté l'interview du coup de l'équipe de Perdrix. Ça finissait notre festival de Cabourg en beauté. Le film sort le 14 août. On vous invite vraiment à aller le voir parce que c'est une vraie promesse de cinéma. Oui. Ça propose vraiment autre chose. Et quand on vous dit que le cinéma français n'est pas créatif, n'écoutez pas les gens. Il y a des très belles choses qui se passent d'un côté ciné un peu plus indé. Donc foncez. Et c'est une belle preuve. Donc je pense que voilà. Si vous êtes curieux et vous avez envie de voir autre chose, quelque chose de neuf, un regard neuf, c'est un bon film. On en a fini avec ce festival. Oui. J'espère que c'est un numéro qui vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez plus de numéros un petit peu événementiels. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Anne-Laure, ces prochains jours ? Je crois qu'il y a un festival Paris Ludique ou... Tout à fait. Moi, oui, tout à fait. Paris est ludique, donc un festival de jeux de société hyper chouette. Moi, c'était ma première édition et je vais essayer de vous en reparler très vite. Super. Moi, de mon côté, rien de neuf sur le soleil. Merci, Anne-Laure.
pour Merci, ton temps. Marine. Hélène, Anaïs, si vous nous écoutez, à la prochaine. Salut à tous. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.